salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keldin, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, il fait un peu chaud, je vous le cache pas, parce qu'on est un petit peu sous le toit et donc bon, il commence à faire un petit peu 42 et en plus j'ai beaucoup de choses à dire sur le film d'aujourd'hui, donc du coup je vais parler longtemps, du coup rester longtemps ici, transpirer longtemps, donc on va commencer tout de suite parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc il était une fois La Momie d'Alex Kurtzman. La Momie est un film fantastique d'action-aventure sorti sur nos écrans le 14 juin 2017 avec à l'affiche Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe ou encore Sofia Boutella dans le rôle de la momie. Le film raconte donc l'histoire de Nick Morton, interprété donc par Tom Cruise, un soldat peu scrupuleux qui tombe par hasard en Irak sur la tombe de Amonet, une ancienne princesse égyptienne qui a été maudite pour avoir tué son père et tenté de faire entrer le mal absolu dans notre monde. C'est donc la 4e itération du film puisque La Momie fait partie des Universal Monsters et donc on a déjà eu plusieurs films dont La Momie 99 avec Brendan Fraser et Rachel Weisz que j'ai déjà chroniqué dans un Séance vers le futur que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vu, mais aussi le premier film du Dark Universe, un univers partagé de plusieurs films qui réunirait potentiellement tous les Universal Monsters, à savoir La Momie, mais aussi Le Loup-Garou, L'Homme Invisible, Le Bossu de Notre-Dame, Frankenstein, Le Fantôme de l'Opéra, etc., etc. Alors, je m'étais promis, avant de voir le film, quand j'en parlerai, de ne pas parler de La Momie de 99, donc La Momie que ma génération connaît, dont j'ai déjà parlé dans un Séance vers le futur, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc, je m'étais dit, oui, bon, on va éviter d'en parler parce que ça m'énervait de voir dans les commentaires, dans les bandes annonces de La Momie, toujours revenir le même argument, c'est-à-dire ouais, mais ça ressemble pas du tout à La Momie de 99, ouais, ça ressemble pas du tout à La Momie avec Brendan Fraser, etc., etc. Et quand on dire oui, mais bon, c'est pas le but. À la base, ils essayent de faire quelque chose de nouveau, en tout cas de changer de ton. Et donc je m'étais dit, ok, on ne va pas parler de La Momie de 99, ou en tout cas je vais éviter. Et puis je vois le film, et puis je me rends compte que malheureusement je vais être obligé de parler de La Momie de 99. Alors pas pour faire une comparaison point par point, parce que ça serait débile, parce que c'est pas du tout les mêmes films, mais je vais l'utiliser comme référent à la fin pour vous montrer à quel point ce film va dans le mur. Donc, vous l'avez compris, je n'ai pas du tout aimé La Momie, nouvelle version là d'Alex Kurtzman, et je vous explique pourquoi. Niveau acteur, bon, déjà, on a Tom Cruise à l'affiche. Alors, généralement, bon, on peut penser ce qu'on veut de Tom Cruise, avec ses affaires, église scientologique, tout ça, mais globalement, moi j'ai toujours aimé l'acteur, parce que déjà, de un, il a toujours fait le café à l'écran, il a toujours cette... Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins, il a cette présence de ouf, il fait ses cascades lui-même, et en plus, il a cette capacité, puisque en fait, son gros défaut est aussi sa plus grosse qualité au cinéma, c'est-à-dire que comme il aime beaucoup que sa personnalité soit mise en valeur, etc., c'est lui qui va aussi chercher les techniciens qui sont bons, les réalisateurs qu'il trouve intéressants, etc. C'est notamment ce qui s'est passé par exemple avec Ralph McQuarrie qu'il allait chercher pour faire Jack Reacher le premier et qu'il a suivi après sur Mission Impossible. Généralement, on a beau dire ce qu'on veut, Tom Cruise, ça fait le taf. Et puis, on a bien vu ces dernières années que, en plus, cette histoire de vampiriser un peu l'écran, c'est plus tout à fait vrai. On le voit dans les dernières Missions Impossibles ou dans Edge of Tomorrow, par exemple, qui est un super film de science-fiction, un des meilleurs films de science-fiction de ces dernières années, que je vous conseille chaudement si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, de Doug Liman. Dans Edge of Tomorrow, il s'est un peu s'effacer au profit de l'autre personnage pour le mettre en valeur. Et c'est pareil dans Mission Impossible, on voit bien qu'il y a une alchimie de ouf avec tous les autres acteurs, ça marche super bien avec Jeremy Renner, avec Simon Pegg, etc. Et puis, généralement, en plus, dans les derniers films qu'il a, justement, il arrive à mettre le personnage, le ou les personnages féminins, non seulement en valeur, mais avec des rôles percutants. Donc, je me suis dit, au moins, en plus, là, on a une momie féminine, qui est interprétée donc par Sofia Boutella, qu'on a pu voir dans le dernier Star Trek, dans Kingsman, etc. Et donc, du coup, je me dis, ok, ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est que sur Tom Cruise, eh ben, il est en retrait. J'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement dedans. Il est toujours un petit peu en retrait, un petit peu en mode pilote automatique, et ça me dérange un peu. Mais ça me dérangerait pas si le reste si c'était justement comme dans Mission Impossible ou dans Edge of Tomorrow ou d'autres choses, pour se mettre légèrement en retrait pour pas vampiriser le temps d'acteur, le temps de présence des autres acteurs. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que en fait, vous regardez le reste du casting. Vous avez Annabelle Wallis, donc on se dit ok, sert à rien. Je suis désolé de le dire, mais grosse, tu sers à rien.
Vraiment, son personnage n'est là uniquement en tant que pseudo love interest et voilà, son rôle ne sert à rien, c'est-à-dire que vous l'ôtez du film, très franchement, je vois pas ce qu'elle apporte de particulier à part un ou deux trucs qu'on pourrait faire remplir, des rôles qu'on pourrait faire totalement remplir par d'autres personnages qui sont déjà dans le film. Et donc du coup, je suis là, je fais à quoi sert ton personnage? Je veux dire, au début, elle est là et c'est elle qui arrive et qui dit ouais, ah ben bravo, vous avez trouvé la tombe que je cherchais, etc. Parce que tu m'as volé la carte. Et tu fais bon, ok, c'est une manière de l'introduire, mais faites-en quelque chose. Là, j'ai vraiment l'impression d'un personnage qui ne sert à rien, mais de A à Z quoi. Ensuite, on a le personnage du docteur Jekyll. Alors ça, c'est un autre point très important du film. C'est donc le docteur Jekyll qui est interprété par Russell Crowe et qui sert un petit peu de, on va dire, pas de mentor, mais presque, c'est celui qui va expliquer au personnage en gros ce qui se déroule. D'ailleurs, gros problème parce que c'est expliqué à peu près 18 fois dans le film, donc à un moment donné, ça devient un petit peu agaçant. Mais si vous voulez, il a un petit peu, entre guillemets, ce rôle si on reprend par exemple à la momie de 99, que pouvait avoir Hardest Bay ou le conservateur du musée par exemple. C'est un peu ce genre de rôle-là. Ok, Dr Jekyll. Sauf que du coup son rôle est assez anecdotique puisque il va servir uniquement à faire de l'exposition et du coup t'es là, tu fais ok. Et justement moi j'ai un gros problème. Pourquoi le Dr Jekyll? Ça c'est une réflexion que je me suis faite et que Doko s'est fait aussi quand il a vu le film. C'est pourquoi le Dr Jekyll? Enfin, ok, sur le papier, bon, bah ok, d'accord, Dr. Jekyll, mais je trouve qu'il y a des personnages du Dark Universe, donc leur univers Universal Monster, comme j'en ai déjà parlé dans l'intro, qui auraient limite rempli le rôle, mais de bien meilleure façon. Je pense par exemple à Van Helsing. Van Helsing aurait beaucoup plus collé que le Dr. Jekyll. Et en plus, tu peux garder le même acteur. Je veux dire, tu mets Russell Crowe, tu dis c'est Van Helsing. Moi, je suis ok, d'accord, ça passe. Et le fait qu'il soit pas très important, alors que là, du coup, ça passerait, je veux dire, c'est Van Helsing. Alors que là, tu dis, ben. Ouais, c'est le Dr. Jekyll. Alors, du coup, en plus, par-dessus l'histoire, il y a des moments, il y a des passages où il se transforme en Mr. Hyde. Et du coup, tu fais. Là, c'était pas nécessaire en fait qu'on ait Mr. Hyde dans ce film-là. C'est déjà bien que tu dises c'est le Dr. Jekyll. J'ai du mal déjà à trouver complètement tous les tenants et les aboutissants de pourquoi tu fais ça. Mais en plus, mettre des moments où tu mets Mr. Hyde alors que c'est le film La Momie, moi ça me pose des problèmes. Et donc du coup, une fois que vous avez viré tous ces personnages-là, tu dis bon, alors on a un Tom Cruise un petit peu en retrait. Bon, le film s'appelle La Momie. Tu te dis bon, il se met un peu en retrait, justement pour faire la part belle à Sofia Boutella en momie. Non, non, non. Alors là, si vous attendiez de voir La Momie, franchement, euh, c'est vraiment, enfin, c'est le méchant qui n'a aucun intérêt, qui, à aucun moment, je me dis ouais c'est la merde, ou ouais elle est puissante, ou ouais machin. En plus c'est plein d'incohérences. On nous dit ouais quand elle est dans du mercure, elle a plus de pouvoir. Ok très bien. À un moment donné, il la capture la momie. Ils la mettent dans ce qu'ils appellent le prodigium, là, leur espèce de truc au docteur Jekyll. Il la capture et il lui injecte du mercure dans les veines pour justement pour endiguer ses pouvoirs. Alors tu dis ok elle a plus de pouvoir, sauf qu'elle arrive encore à parler aux insectes. Elle fait pop, elle murmure, elle fait pop à un insecte qui va venir contrôler mentalement. Tu dis mais je crois qu'elle a plus de pouvoir quand elle a du mercure. Donc à un moment donné faut m'expliquer. Il y a plein de choses comme ça. L'histoire est un capharnaüm et ça c'est un gros problème. Donc du coup on parle de l'histoire. Il y a des gros soucis parce que ça s'appelle La Momie et ça se passe complètement à Londres. Mais genre full Londres quoi. Alors moi j'ai pas, ça me dérange pas tant que ça, mais quand même un peu, parce que c'est La Momie, je m'attends quand même à voir des trucs en Égypte, vous voyez. Et à la limite, si tout le film ne se passe pas comme par exemple dans le premier La Momie de 99 avec Madame Fazir, etc. Je me répète, qui se passait complètement en Égypte. À la limite, si vous pouvez pas passer tout le film en Égypte, c'est pas grave. Mais quand même, montrez-en un petit peu, quoi, parce que les seules traces d'Égypte qu'on a, c'est dans les quelques flashbacks qu'on a d'Amonette au début, et franchement, c'est radin en flashback.
Donc, et le reste du film, c'est un capharnaüm. Vous avez, alors au début, ça se passe en Irak parce que en fait, c'est des soldats. Et puis après, ils arrivent, ils se crachent parce qu'il y a une histoire de Templiers aussi à Londres. Et puis la momie, elle les a fait cracher exprès là. Et puis elle sait exactement où se trouve un objet. Et puis, oh, tu dis, franchement, c'est trop compliqué et à la fois trop simple. Euh, tout, tout est un petit peu en mode. Il y a franchement des fois où le film te dit limite, bah, ta gueule, c'est magique. Mais vraiment, il y a vraiment des fois où le film dit, ouais, mais pourquoi ta gueule, c'est magique? Et franchement, le nombre de fois où dans le film, tu te poses la question et finalement la seule réponse c'est ta gueule, c'est magique, c'est un gros problème du film, quoi. En plus de tous les autres problèmes. Et du coup, je vais revenir sur La Momie de 99. Et pourquoi La Momie de 99 était, à mon avis, parfait dans ce qu'il entreprenait, et que du coup, en comparaison, celui-là vaut rien et n'a aucune âme. En fait, si vous reprenez La Momie de 99, ce qui était génial déjà, c'est que d'entrée de jeu, vous étiez dedans. Le film commence et vous étiez dedans. C'est-à-dire que vous aviez le logo Universal qui arrivait avec la musique, et rien que ça, c'est bête à dire, mais le film commençait, vous aviez encore rien vu, vous aviez juste le logo Universal avec une musique typiquement égyptienne qui était faite par Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith qui faisait la musique du premier La Momie. Et au bout de 10 secondes, vous étiez dans le film et franchement, ça avait un impact. La musique avait un super impact pour rendre vraiment l'ambiance, que ce soit l'ambiance d'aventure ou l'ambiance mystique. Ça, j'en ai déjà parlé dans le Séance vers le futur. Mais vous aviez une super ambiance. La momie, elle en jetait. C'était la momie. Vous voyez, il y avait ce côté mystique, créature presque divine, malédiction, vraiment tout ce côté malédiction égyptienne que moi je surkiffe. Et en plus, la momie, déjà, avait un super charisme. Arnold Vosloo dans La momie avait un super charisme. Et en plus, il ne parlait que ancien égyptien. Ce qui venait rajouter à sa dimension presque, sa dimension divine presque, d'accord. Alors que là, en fait, ils trouvent un truc, ils disent ouais, au bout d'un moment, en fait, la momie, elle arrive à comprendre en fait notre langage et elle se met à parler en français, en anglais dans la version originale. Et t'es là, du coup, moi ça me pose pas tant de problèmes que ça, mais je trouve que ça démystifie un petit peu le personnage. Déjà que on la voit pas tellement, et le fait que, eh ben, au bout de trois dialogues avec les personnages, elle se met déjà à parler en français, tu fais. C'est un petit peu dommage. Je trouve que ça démystifie clairement le personnage. Et ensuite, ce qui était génial dans le premier, c'est qu'il y avait ce côté, et ça c'était assumé, et c'est ça qui fonctionnait à mort, c'était le côté Indiana Jones. Ça, on sentait vraiment qu'il y avait de la part de Stephen Sommers une volonté d'avoir une ambiance Indiana Jones avec ce côté un petit peu aventurier. Ça faisait très aventurier de l'Arche perdue, hein. C'est vraiment. Et puis la dernière croisade, avec ce côté très mystique, presque enfin religieux, mais là pour le coup égyptien, avec les mythes, les légendes. Et puis ce côté, bah voilà, Rick O'Connell, bon, aventurier au grand cœur, etc., avec les punchlines, etc. Et tous les personnages étaient géniaux quand on y pense bien dans La Momie de 99. Vous prenez que ce soit, on se souvient de tous les personnages, parce que tous les personnages avaient un rôle, étaient super bien écrits, avaient des super dialogues, et servaient à quelque chose. Même si c'était pour mettre, on va dire, de l'humour. C'est-à-dire que vous prenez La Momie. Vous avez Rick O'Connell, donc entre guillemets Indiana Jones. Donc lui c'est le personnage principal. Vous aviez Evie, donc qui était jouée par Rachel Weisz, et qui n'était pas juste la potiche. Alors déjà on peut dire qu'elle a presque limite le rôle principal aussi en alchimie avec O'Connell. Et
Et elle avait vraiment un rôle, c'est-à-dire que c'est elle qui comprenait, c'est elle qui débloquait l'intrigue parce que c'est elle qui comprenait l'ancien égyptien, c'est elle qui interprétait les mythes, etc. Parce qu'O'Connell, lui, il connaît que dalle. Lui, c'est juste l'aventurier au grand cœur. Et puis vous aviez Jonathan. Jonathan, lui, ok, c'est le sidekick comique, mais c'est le sidekick comique qui fonctionne parce que les autres ne sont pas tellement là pour faire du sidekick comique. Et lui, il est là parce qu'il est embarqué un petit peu, parce que c'est sa frangine, et il est embarqué dans l'histoire parce que ça. Mais son personnage n'est jamais redondant et surtout il est jamais inutile. Au moins c'est un sidekick comique et au moins il remplit son rôle. Et puis après, même les personnages secondaires comme Hardest Bay étaient vraiment super bien écrits. Même à la limite, même le conservateur du musée, il y avait Benny aussi, Benny l'espèce de copain traître qui se met à servir la momie, enfin tout ça. Et tout marchait comme sur des roulettes et il y avait l'ambiance qui savait être mystique, etc., comme dans l'Indiana Jones en fait, qui savait être sérieuse, mystique, dans les passages très avec la momie, etc. Le flashback du début était super bien écrit, euh, direct ça te posait, tu rentrais dedans, alors que là, le film commence sur, pas la momie, ça commence sur des Templiers qui s'enterrent, ok, et puis après on les déterre, et puis seulement après, on a le mythe de la momie, on a le truc sur Amonette. Et tu fais. Donc, avant une dizaine de minutes, pas tout à fait, on veut dire 5 bonnes minutes, t'as encore pas commencé de voir la momie. Et puis la momie, dans le film, le problème c'est que tu ne la vois quasiment jamais en momie. C'est un gros problème aussi. Dans le premier, déjà, ils la trouvaient, ils ouvraient, pouf, la momie elle est morte. Bon, la momie. Et puis après, il la ressuscitait via leur rituel du livre des morts. Et puis après, tu la voyais petit à petit se retransformer en humain, se régénérer, comme il disait. Et puis, il y avait vraiment un côté suspense, un côté peur pour les personnages secondaires qui était sympa, la troupe des Américains qui était cool aussi. Alors que là, bon ben, elle absorbe l'énergie vitale de deux trois policiers, etc. Elle les fait hop, ressuscite, elle les ressuscite en mode zombie Walking Dead, mais un peu vénère parce qu'il court. Et puis voilà, et puis elle contrôle les morts, et puis hop, vas-y que. En fait, c'est voilà, c'est du remplissage. Ce film m'énerve. Ce film m'énerve parce qu'en plus, le pire, c'est que j'avais envie au départ de l'aimer, le film. C'est-à-dire que Doko, Florian l'a vu avant moi, et avait mis ses réserves. Mais je me suis dit, bon, ne nous attardons pas là-dessus, je vais essayer de faire mon propre avis et je vais essayer quand même de voir s'il y a possibilité d'aimer le film. Eh ben non, non, je suis désolé. En plus, la mise en scène, là où la momie était super bien éclairée, il y avait une super mise en scène, une super lumière, etc., un bon montage. Là, franchement, ça se passe quasiment toute la nuit, dans des nuits hollywoodiennes dégueulasses. Tu comprends rien, c'est filmé avec le cul. Euh, Il y a la moitié des scènes qu'on comprend pas. Tu vois rien. Tu fais, c'est pas la peine de nous faire un truc sur la momie si on voit rien. La momie, je la vois pas. La momie, elle me fait pas peur. Il y a plein d'incohérences dans ton film. Laisse-moi tranquille, quoi. Laisse-moi tranquille. Ce qui me surprend, c'est qu'en plus, derrière, ils vont en faire plein. Enfin, pas de la momie, mais ils ont prévu donc leur Dark Universe avec plein d'autres films, Frankenstein, Le Loup-Garou, L'Homme Invisible, comme Le Bossu de Notre-Dame, tout ça. Et tu fais, moi je veux bien, mais alors faut que ce soit meilleur que ça. Parce que si c'est du même acabit que ça, on va avoir un putain d'univers partagé de merde. Parce que, alors ok, ça peut arriver d'avoir un film dans un univers partagé qui est bancal, qui est pas bien. Ça arrive, par exemple dans Marvel, tous les films ne sont pas bien. Il y a 2-3 films qui sont quand même un peu bancals. Sauf que Marvel, quand ça commence avec du lourd, ça commence avec Iron Man. T'as envie de voir la suite quand tu vois Iron Man et l'incroyable Hulk par exemple. Tu dis ok maintenant balance, j'ai envie de voir les Avengers. Là quand tu vois la momie, tu fais ouais, ok. Je suis pas sûr de vouloir voir un univers partagé avec tout, surtout que un univers partagé de tout, tu fais ouais, ça veut dire quoi le docteur Jekyll versus le loup-garou, le bossu de Notre-Dame contre à un moment donné, ça part en couille quoi, c'est les Tortues Ninja contre Cyrano de Bergerac quoi. Donc moi je suis très très mitigé sur cette idée de Dark Universe après avoir vu ce film. Et alors je vous déconseille fortement la momie parce que franchement si vous plutôt que de perdre 2 heures à aller voir la momie,
vous ressortez votre DVD, votre Blu-ray de la momie de 99 et vous savourez. Parce que, franchement, en plus, j'ai revu les Indiana Jones il n'y a pas longtemps et quand je repense à la momie, je me dis c'est tellement ça, c'est tellement un hommage à Indiana Jones est bien fait en plus avec un vrai réal qui. On a beau dire ce qu'on veut, mais Stephen Sommers, au moins c'est un réal qui a des idées, qui sait ce qu'il veut faire, qui sait ce qui l'amuse et on sent l'envie de bien faire et on sent la passion. Là, je vois le film de Kurtzman, je fais c'est un truc sans âme qui a été pensé par des producteurs et tu dis. Et en plus, ils ont créé un nouveau studio de production parce que Dark Universe, c'est un nouveau studio de production, c'est pas juste un label, etc. Non, non, ils ont créé un sous-studio de production à Universal pour faire ça. Et tu fais. Ouais, ben j'espère que le reste. Franchement, je veux pas juger à l'avance. C'est-à-dire que ça se trouve, les autres films vont me faire. Voilà, vont me tromper et j'espère que voilà, j'aurai tort. Ils vont me donner tort et que je vais voir par exemple le Loup-garou, Frankenstein, etc. Et que je vais dire ah ben ça par contre c'est des super films. Ça dépend de qui ils mettent aux manettes et de ce qu'ils décident de faire. Mais en tout cas là sur La Momie on a le gros problème des films qui savent qu'ils veulent installer un univers. On a un peu le problème d'Iron Man 2, c'est-à-dire que il faut parler de tout en même temps. Et du coup tu dis on perd de vue la momie. Et c'est ça le gros problème, c'est-à-dire que ben, moi j'ai envie de voir la momie quoi, dans un film qui s'appelle La Momie. J'ai pas envie de voir Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors ok, si tu me l'expliques, si tu me l'amènes un petit peu vite fait, tu vois, ok, pourquoi pas, tu le développeras dans les autres. Mais commence pas à perdre 10 minutes sur Mr. Hyde, tu vois. Ça j'ai pas envie, surtout d'ailleurs fait amusant dans cette scène où du coup vous avez Mr. Hyde qui se bat contre le personnage de Tom Cruise. Et ben en même temps, vous avez Annabelle Wallis qui essaye de sauver le personnage de Tom Cruise et elle se bat avec un espèce de vigile qui juste veut l'empêcher d'entrer dans la salle parce que Mr. Hyde est dangereux. Et à un moment donné, ils sont dans une bibliothèque parce qu'on comprend plus tard qu'ils sont dans le British Museum. Enfin, ce que j'ai l'impression d'être le British Museum parce qu'ils sont dans un musée à Londres, donc j'imagine que c'est ça. Et en fait, elle prend un bouquin et elle lui tape dessus et elle le laisse tomber. Et là, il y a un plan, et en fait, c'est le livre de la vie d'Amon-Ra qu'on voit dans La Momie de 99. Mais c'est vraiment celui-là, hein, c'est pas juste ils ont refait. Non, non, c'est. On voit bien que c'est celui-là. Donc tu te dis presque. Alors quoi? C'est juste. Alors, faire un easter egg pour faire un easter egg, c'est cool, j'ai rien contre. Mais faire un easter egg où tu te dis. Donc du coup, ça veut dire quoi? Que La Momie de 99, ça se passe aussi dans cet univers-là? Donc du coup, il y a eu deux fois des momies, sauf qu'on nous dit ouais, c'est le mal le plus ancien. Du coup, ça m'embrouille et ça m'énerve. Ce film m'énerve. Voilà. Donc, si vous voulez aller le voir, je vous préviens, c'est à vos risques et périls. C'est vraiment pas terrible. En plus, moi, je l'ai vu en 3D. La 3D apporte Zub. Franchement, comme bien souvent. Mais là, en plus, c'est horrible. Parce que comme d'habitude, les films en 3D, si vous mettez les lunettes, ça assombrit le truc et le film est déjà sombre, il n'y a pas de lumière, du coup tu comprends encore moins les scènes d'action. Brrr, ce film m'énerve, donc je vous le déconseille. Je vous le déconseille fortement. N'allez pas voir La Momie d'Alex Kurtzman, c'est une perte de temps. Revoyez plutôt La Momie, le retour de la momie. Franchement, vous aurez fait une bien meilleure action. Voilà. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique, vous partagez et surtout vous mettez des pouces bleus si la vidéo vous a plu. Vous me rejoignez sur le groupe Facebook, vous abonnez à la chaîne YouTube, tout ça sans critique. Et puis vous retrouvez toutes les vidéos de la chaîne, évidemment, quelque part par là. Voilà, sur ce, moi je vous laisse parce que je suis en âge, parce qu'il fait à peu près 52 dans ce studio. Portez-vous bien, à bientôt. Et puis voilà.